Et mon intervention va en tout cas dans sa conclusion, va davantage être dans un cadre politique. C'est-à-dire quelles sont les réponses dans un cadre politique par rapport à ces problématiques. Donc c'est bien dans un cadre politique que j'interviens et dans lequel je situe mon intervention. Alors depuis très longtemps, je dirais depuis le XXe siècle, tous les politiques qui ont été là avant moi se sont souciés de ce problème d'alcool parce que c'est réellement un problème majeur pour la cohésion de société. Et je vais vous donner quelques dates. En 1994, le gouvernement avait dit que ça devenait une priorité territoriale. Ouais, ça date de 1994, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2005, on a créé, je vois Bernard Bouchon qui est ici, le centre d'addictologie pour le traitement des gens dépendants. Et en 2012, le gouvernement, enfin l'actuel gouvernement, dans son discours de politique générale, le président du gouvernement l'a érigé en priorité tous les problèmes de dépendance, et notamment la problématique de l'alcool. Donc on y viendra à la fin, on a sorti un certain nombre de plans et de textes dont on pourra débattre à la fin, parce qu'évidemment tous ces plans-là font débat et personne n'a la vérité dans ce domaine. Je dis toujours qu'il est criminel de ne pas essayer, par contre se tromper, on peut rectifier quelqu'un qui se trompe, par contre ne rien faire est criminel aujourd'hui dans notre société. Pour moi, dans l'alcoolisme comme dans la délinquance, il y a des facteurs qui sont un certain nombre. Pour l'alcoolisme, on va retrouver les facteurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des facteurs personnels, psychologiques, histoire de vie, etc., etc. Des facteurs sociologiques dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la règle, la norme, la bande, etc. Et des facteurs biologiques dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sa fragilité à la dépendance. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont liés à ça. Quand on parle de délinquance, tout délinquant n'est pas alcoolique et tout alcoolique n'est pas délinquant. Ce que je sais faire, c'est bien le lien entre les deux. On retrouve pareil des facteurs personnels, psychologiques, histoire de vie, des facteurs sociologiques de la même façon. Ce qu'on ne retrouve pas, c'est les facteurs biologiques. Heureusement, on n'est pas délinquant avec des gènes de délinquants et puis on ne n'est pas une personne bien avec des gènes de personnes bien. Donc à partir de là, ces facteurs-là, vous voyez bien qu'on retrouve la corrélation des facteurs. Donc quand on essaie de travailler en politique, on va travailler pour cette problématique global. Je rappelle que 90% des détenus au camp Est ont commis des faits avec un facteur d'alcool. Donc on va travailler, nous, en politique, sur ces deux facteurs-là. Alors, les facteurs sociologiques, on va les travailler en termes de réponse, et c'est là où je mets en numéro 1 la répartition des richesses. Des richesses qui sont, bien entendu, financières, parce qu'on sait tous que la misère financière entraîne d'autres misères, etc. Donc c'est bien là que le politique intervient, et c'est bien là que, en tout cas, moi je vois mon action de gouvernement depuis maintenant 4-5 ans de façon importante. Donc dès le départ, on traite les publics les plus éloignés de ces richesses. Évidemment, là vous retrouvez les handicapés, mais tout ça ne sont pas des races à part. Dans les familles où il y a des personnes handicapées, il peut y avoir des enfants délinquants, etc. Tout ça est en lien. Donc on traite les personnes handicapées, on traite les personnes âgées dans la répartition des richesses et ensuite on traite les personnes fragiles. Dans ces programmes politiques, dans la réponse politique que l'on donne. Ensuite, évidemment, les ressources financières, évidemment, ne sont pas le facteur déterminant, même si c'est un facteur important. Vous avez ce que j'appelle, moi, la répartition des richesses culturelles. Et là, évidemment, on travaille, je vois des gens qui sont là directement concernés dans cette répartition des richesses culturelles, sur l'école, sur la formation professionnelle, et sur la culture au sens large, la danse, la musique, etc., tout ce qui fait sens et cohésion dans une société. Donc la réponse politique, elle commence par là. Elle commence par là, par essayer de mieux répartir aux individus ces richesses-là et de ne pas les rapter par un système qui est ainsi fait pour quelques-uns parce qu'ils ont les prérequis, parce qu'ils ont le bon environnement, etc. Donc toutes les politiques sur l'école, à mon avis, doivent avoir, en tout cas ici, pour base, une meilleure répartition de ces richesses culturelles.
Alors j'enfonce des portes ouvertes, ça fait 100 ans qu'on se dit que l'école elle doit être faite pour tous, c'est pas par tous, mais en Calédonie on a le feu aux fesses. Parce qu'il y a à peu près, alors les chiffres ne sont pas tout à fait exacts suivant les années, mais on a près de 30% des gamins qui sortent sans qualification. Donc il y a le feu aux fesses, 30% des gamins sur une cohorte, c'est énorme, avec un taux d'illettrisme qui est énorme. À partir de là, quand on sort de l'école avec nos futurs, parce qu'on n'a pas de qualification, et en plus souvent le facteur personnel est très important puisqu'on a une image assez dégradée de soi, puisqu'on est en échec. Donc on a plus de chances d'être dans des situations qui vous amèneraient à avoir des comportements à la fois à risque et à la fois qui ne soient pas projetés dans l'avenir. Donc après il reste la formation professionnelle si l'école n'a pas marché, et dans cette formation professionnelle, pareil, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a 2 ans, on faisait des tests, vous n'étiez pas dans le test, vous étiez refusé, deuxième échec, deuxième porte qui se claque, et puis alors là, pour la fois, vous passez. Donc à partir de ce moment-là, il faut recréer ce qu'on est en train d'essayer de faire de façon expérimentale, des programmes qui soient des programmes dans lesquels on ait la capacité d'accueillir un certain nombre de ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir recevoir ce que l'école pourrait offrir aujourd'hui et ce qu'elle pourra offrir peut-être demain. En tout cas, on a, nous, politiques, à nous interroger très fortement sur ce déterminisme, cette machine qui nous emmène à créer une société avec plusieurs vitesses et forcément des gens qui sont exclus d'une intégration simple et d'une intégration sociale. Là, c'est évidemment traiter du facteur sociologique. Ensuite, le politique, il a à répondre aussi du facteur personnel, c'est-à-dire comment on accompagne de façon individuelle ces jeunes ou ces moins jeunes, parce qu'à un moment, ces jeunes deviennent moins jeunes. Donc, ces personnes qui donc se sont retrouvées à un moment dans une situation d'exclusion. Et là, c'est toutes les politiques sociales d'éducateurs, etc., qu'on peut mettre en place sur la Nouvelle-Calédonie. Et je dirais que là-dessus, je suis relativement optimiste, puisqu'on a multiplié, je crois, par 8 le nombre d'éducateurs en l'espace de 5 ans. Donc, c'est vraiment des politiques sociales que la Calédonie prend en bras-le-corps, même si ça n'est pas suffisant, même si on peut faire mieux. Mais en tout cas, la réponse politique, elle doit être là, à mon sens. Donc ensuite, là-dedans, évidemment, il y a un troisième facteur qui est extrêmement important, qui est dans ces réponses, la répression. Il ne peut pas y avoir de passage à l'acte interdit sans une répression, évidemment. Donc ce que je vous raconte là n'est pas simplement un discours humaniste, il faut absolument qu'il y ait une règle clairement posée par la société. Là aussi, le politique intervient, l'État, les forces de l'ordre, toutes nos institutions interviennent pour créer la norme de l'interdit, de là où si tu franchis cet interdit, il y a évidemment une réponse sociale qui est une réponse forte, extrêmement forte. Donc voilà ce que moi je voulais vous exposer. Je pense que le travail de la politique, c'est s'interroger sur les causes, c'est d'avoir une vision de la société de la Nouvelle-Calédonie très très fort aujourd'hui, de la norme. Donc j'ai préparé le gouvernement et le gouvernement un plan qui a déjà fait débat, qui s'appelle le plan LISA, informer, sensibiliser et agir, et le l'alcool. Dans ce plan LISA, il s'axe sur 3 trépieds. Évidemment, la prévention au travers des messages, au travers des actions dans l'école, au travers de l'information, etc. Évidemment, la répression, parce qu'il faut absolument que les personnes qui ont commis des actes sous l'emprise de l'alcool soient punies pour ce facteur aggravant. Mais il y a quelque chose d'important dans ce plan, moi à mon sens, c'est le troisième trépied, c'est l'accessibilité du produit. C'est-à-dire ce que je vous disais, c'est-à-dire que ce produit est vendu n'importe où, en n'importe quelle quantité, à n'importe quel moment. Donc sur l'accessibilité du produit, nous avons mis un certain nombre de choses dans le plan LISA qui sont compliquées à vivre pour le citoyen lambda qui fait la partie de la catégorie des usagers simples, mais il y va de la cohésion de notre société. Je suis à l'association de prévention pour les abus de l'alcool, je m'appelle Nathalie François. Moi j'ai 2 interrogations que j'aimerais vous soumettre en tant que personne politique.
et éventuellement vous nous fassiez part de vos commentaires ou de vos remarques. La première, c'est l'article qui est paru dans les Nouvelles Calédoniennes, jeudi dernier, au sujet de la délibération concernant la vente d'alcool aux mineurs en province Nord, qui, si ma référence est bonne et si j'en crois le journal, a fait l'objet d'un classement sans suite concernant un commerce qui a vendu de l'alcool à un mineur de 14 ans. Parce que, semble-t-il, cette délibération n'est pas applicable en province Nord. Nous avons un certain nombre de textes réglementaires qu'on est en train de travailler pour que la norme soit applicable sur l'ensemble en harmonisant, parce que là, ce sont des codes provinciaux qui régissent les autorisations pour l'alcool. Donc nous sommes en train de travailler à l'harmonisation de ces codes et qui norment par rapport à ça. Ça répond à la première question, déjà. Et ensuite, à la deuxième, bien sûr que la norme est floue. Et c'est ce que je dis depuis le début, l'adulte est flou sur ce sujet en Calédonie. Il est flou sur l'alcool, il est flou sur le cannabis, c'est très flou. Donc c'est bien ça qu'on essaie de faire passer, c'est la norme sociologique dont je parlais tout à l'heure, qui est une norme tolérance zéro à ce niveau-là. Qu'en est-il de l'adaptabilité des horaires des transports en commun? Je parle particulièrement sur la province sud par rapport aux sorties de boîte, justement. Quand j'écoute un petit peu ce qui peut se faire dans les villes comme Bordeaux ou autres, il y a vraiment un effort par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a le même effort ici. Alors aujourd'hui, il y a un ramassage sur les gratuits avec des taxis avec un paiement symbolique. Vraiment de 100 balles, vraiment un paiement symbolique, avec des taxis qui seraient réquisitionnés, payés par le Parisien, qui sillonneraient tous les lieux de fête, pour pouvoir proposer un service aux gens qui sortiraient, qui ne pourraient pas reprendre leur voiture. Alors, je ne peux pas agir, c'est provincial sur les transports, mais en tout cas, dans le plan Isère, c'est ce qu'on a prévu, c'est-à-dire une possibilité d'avoir des taxis constamment stationnés ou pas loin des lieux de fête, de façon à ce que les gens, de façon symbolique, ou qui donnent quelque chose, mais très symboliquement, puissent être obligés. Parler personnel, sociologique, biologique pour les alcooliques, et j'aimerais bien qu'on parle éventuellement du côté psychologique des facteurs et des facteurs de l'ensemble d'une population, parce que l'ensemble d'une population, est-ce qu'on peut parler de causes psychologiques sur l'ensemble d'une population? Oui. Comment vous interrogez là-dessus? Parce que c'est vraiment ça le cœur du débat. C'est le cœur du débat. Moi, je ne souhaite pas avoir une société calédonienne avec les propres et les sales. Et on est en train d'arriver à ça, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité, les demandes qu'on me fait, par exemple, de centres fermés pour mineurs. C'est vrai que je travaille davantage sur les voyages en bateau pendant 4-5 mois pour les mineurs qu'un centre fermé. Quelle appréhension on a de cette société qui est la nôtre, et ça, c'est à mon niveau personnel.